On ne parle presque jamais de ce qui se passe réellement lorsque le silence s'installe autour de soi, parce que la solitude porte une réputation injuste, comme si elle n'était qu'un signe de manque, d'échec ou de retrait. Pourtant, dès que l'on cesse de remplir chaque espace avec des voix, des obligations ou des distractions, quelque chose de très particulier commence à émerger. C'est une confrontation douce mais profonde avec soi-même, un face-à-face que beaucoup redoutent sans comprendre pourquoi. On croit souvent que c'est l'absence des autres qui fait peur, alors que ce qui effraie vraiment, c'est la présence de nos propres pensées, de nos émotions mises à nu, sans filtre ni échappatoire. La solitude oblige à écouter ce que l'agitation quotidienne nous protège d'entendre, et cette écoute peut surprendre, déranger, mais elle éclaire aussi des zones que l'on n'avait jamais vraiment regardées. Ce qui est rarement dit, c'est que la solitude n'est pas un vide, mais un miroir. Elle montre ce qui manque, ce qui pèse, ce qui blesse encore, mais elle montre aussi ce qui tient debout, ce qui est solide, ce qui cherche à respirer encore. Beaucoup imaginent que rester seul signifie se couper du monde, alors que c'est souvent le premier moment où l'on se reconnecte à soi d'une manière authentique. Lorsqu'on cesse de jouer des rôles, de répondre aux attentes, de maintenir des liens qui ne nourrissent plus rien, une forme de vérité commence à remonter à la surface. Elle n'est pas spectaculaire, elle n'arrive pas comme une révélation soudaine, mais comme une compréhension progressive, presque timide. C'est la prise de conscience que certaines fatigues ne viennent pas du quotidien, mais de la manière dont on s'oublie pour rester conforme. La solitude révèle aussi nos attachements invisibles, ces habitudes émotionnelles qui nous font chercher refuge dans le bruit des autres pour éviter d'affronter nos propres terrains instables. Lorsque tout se calme, on découvre que beaucoup de relations n'étaient que des remparts contre l'angoisse ou contre ce sentiment diffus de ne pas être assez. C'est pas agréable, c'est pas flatteur, mais c'est vrai, et cette vérité, personne ne la raconte parce qu'elle ébranle des certitudes très confortables. Pourtant, c'est dans ce trouble que commence une forme de maturité. Comprendre que rester seul ne signifie pas être abandonné, mais enfin disponible pour se regarder honnêtement, sans décor et sans justification. C'est là que la solitude devient un terrain d'apprentissage, une sorte de laboratoire intérieur où l'on observe nos pensées, nos réactions, nos peurs sans leur courir après, sans chercher à remplir chaque seconde pour les oublier. Et quelque chose d'encore plus discret apparaît lorsque l'on accepte cet état sans honte, une forme de paix, très fragile au début, presque imperceptible. C'est pas la paix spectaculaire que promettent les discours motivants, mais une paix quotidienne, simple, une respiration plus lente, une pensée moins chargée. Elle naît du fait de ne plus être constamment tiré vers l'extérieur. Elle naît du fait de se retrouver. La vérité que personne ne dit, c'est que la solitude n'est pas un poids, mais une étape. Elle ne nous retire rien. Elle nous rend disponibles pour comprendre ce qui doit réellement rester et ce qui peut enfin s'éloigner. Beaucoup de gens imaginent que la solitude se reconnaît uniquement au silence extérieur, alors qu'elle se manifeste surtout par un décalage intérieur. C'est ce moment où l'on se rend compte que l'on vit entouré, mais que rien de ce qui se passe autour ne nous touche vraiment. Ce décalage crée une sorte de fatigue émotionnelle difficile à nommer, une lassitude qui ne disparaît pas avec le repos, parce qu'elle ne vient pas du corps, mais de l'esprit. La plupart du temps, on tente de l'étouffer en s'activant, en remplissant l'agenda, en cherchant des conversations faciles, des interactions rapides, tout ce qui peut éviter d'écouter ce malaise diffus. Pourtant, la solitude apparaît précisément là, dans cette prise de conscience que, même au milieu des autres, quelque chose en soi reste en attente. Ce qui déstabilise le plus, c'est que cette forme de solitude ne dépend pas de la présence ou de l'absence des autres, mais de la distance que l'on entretient avec soi.
Beaucoup vivent déconnectés d'eux-mêmes, pris dans des obligations, dans des automatismes, dans des images à maintenir. On répond par habitude, on sourit par réflexe, on s'excuse par peur d'être mal perçu. À force de se conformer, on finit par perdre la capacité de sentir ce qui nous appartient vraiment. Alors, quand la solitude se présente, elle ne vient pas punir, elle vient révéler. Elle montre la différence entre ce que l'on vit réellement et ce que l'on prétend vivre, entre la vie que l'on habite et celle que l'on joue pour apaiser les autres. Et cette révélation n'est jamais confortable, mais elle est nécessaire. La vérité que personne ne dit, c'est que la solitude n'est pas un retrait, c'est une mise à nu. Elle enlève les justifications, elle enlève les masques, elle enlève les excuses accumulées au fil des années. Soudain, on réalise que certaines relations ne tenaient que par habitude, que certains engagements reposaient sur la peur de décevoir, que certaines proximités n'étaient que des projections. C'est pas un constat doux, mais c'est un constat honnête. Et cette honnêteté est ce qui transforme la solitude en un espace de lucidité. Elle permet d'identifier ce qui nourrit, ce qui épuise, ce qui apaise, ce qui ment. Elle offre la possibilité de voir enfin où l'on se trahit par facilité, où l'on s'efface pour maintenir une stabilité fragile. La solitude devient alors un terrain où l'on réapprend à se reconnaître. On découvre des émotions longtemps ignorées, des désirs mis de côté, des besoins minimisés. On comprend que l'on s'est souvent adapté à l'extérieur au point d'en oublier l'intérieur. Ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie ancienne, apprise très tôt, parfois par nécessité, mais une fois adulte, cette stratégie étouffe plus qu'elle ne protège. Accepter la solitude, c'est accepter de revoir ces mécanismes, non pas pour s'en vouloir, mais pour les comprendre. Et c'est là que commence un changement profond lorsqu'on cesse de vivre en fonction de ce qui rassure les autres et qu'on commence à écouter ce qui apaise réellement en soi. Peu à peu, la solitude devient moins menaçante, elle cesse d'être une zone de danger et devient une zone de compréhension. L'esprit se calme, le corps se détend, les pensées se clarifient, non pas parce que tout s'arrange, mais parce que l'on cesse de lutter contre soi-même. La solitude n'est pas un passage sombre, elle est un passage nécessaire pour retrouver une forme de cohérence intérieure. Elle rappelle que vivre entouré n'a aucun sens si l'on ne peut pas d'abord se tenir debout, seul, sans se perdre, sans s'altérer, et cette capacité-là, personne ne peut l'offrir à notre place. Au fil du temps, on réalise que la solitude met en lumière des aspects de nous-mêmes que l'on n'avait jamais vraiment pris le temps d'observer. Lorsque tout se ralentit et que les sollicitations diminuent, des sentiments enfouis remontent à la surface. Ce ne sont pas forcément des blessures spectaculaires, mais de petites fissures intérieures que l'on avait recouvertes de projets, de responsabilités ou de distractions. On découvre alors que certaines inquiétudes n'étaient pas liées aux autres, mais à notre difficulté à nous accorder une place légitime dans notre propre vie. La solitude agit comme une lampe braquée sur ces zones qu'on préférait laisser dans la pénombre, non pour accuser, mais pour éclairer ce qui demandait depuis longtemps un peu d'attention. Ce que l'on ne dit jamais, c'est que la solitude nous confronte à nos dépendances invisibles. Non pas celles qui concernent des objets ou des habitudes matérielles, mais celles qui concernent la manière dont on cherche à être rassuré. On s'aperçoit que l'on comptait parfois sur l'approbation des autres pour apaiser nos doutes, sur leur présence pour masquer nos peurs, sur leur regard pour nous donner une direction. Quand ces appuis disparaissent un instant, une sorte de vertige se manifeste, et ce vertige ne vient pas du silence qui nous entoure, mais de ce que l'on découvre en l'absence de ces repères. C'est un moment inconfortable, mais d'une grande valeur thérapeutique. Il révèle où se trouve notre fragilité réelle et où se trouvent nos forces. Et la solitude pousse aussi à interroger la nature de nos relations. Certaines,
que l'on croyait essentiels se révèlent être des liens d'habitude plus que de sincérité. D'autres, que l'on jugeait secondaires, prennent soudain une importance inattendue parce qu'elles reposent sur une vraie qualité de présence. La solitude agit comme un filtre. Elle retire le bruit, la performance sociale, les attentes implicites, laissant place à quelque chose de plus simple et de plus vrai. Cela oblige à se demander si l'on entretient des relations pour ne pas être seul ou pour être réellement accompagné. Ce questionnement ne vise pas à juger mais à clarifier. Il permet de distinguer ce qui relie profondément de ce qui attache par peur. Et dans ce processus, un phénomène discret se produit, on cesse de chercher dans les autres ce que l'on n'a jamais appris à se donner. On comprend que la solitude n'est pas une faute, mais une condition nécessaire pour apprendre à être un peu plus entier. Elle permet de constater que la sécurité intérieure ne vient pas des paroles extérieures, mais de la façon dont on se parle soi-même. Elle montre que la paix n'est pas le résultat d'une présence, mais d'un accord intérieur. Cette compréhension ne se fait pas en un jour, elle demande des moments d'arrêt, des silences assumés, une honnêteté qui ne cherche pas à impressionner, mais lorsqu'elle s'installe, elle transforme profondément la manière dont on avance dans la vie, parce qu'on ne cherche plus à combler un vide, on cherche à construire un espace solide en soi. La solitude révèle également une vérité que beaucoup préfèrent éviter. Elle met fin aux illusions que l'on entretient sur soi. Lorsque le rythme se calme et que les échanges se raréfient, ce que l'on repoussait depuis longtemps remonte avec une précision presque chirurgicale. Certains appellent cela du vide, alors qu'il s'agit en réalité d'une forme de lucidité. On comprend que plusieurs choix que l'on croyait personnels étaient en fait guidés par la peur de déplaire, par l'habitude de s'adapter ou par le besoin de paraître stable aux yeux des autres. Ce n'est pas une découverte confortable, mais elle ouvre une porte essentielle, celle de s'autoriser à réévaluer sa propre vie sans le regard extérieur comme baromètre. Dans ces moments-là, la solitude agit comme un révélateur des incohérences que l'on accumulait sans s'en rendre compte. Elle montre les endroits où l'on disait oui alors que le corps disait non. Les situations où l'on restait par crainte plutôt que par envie, les décisions prises pour maintenir une paix apparente plutôt qu'une paix intérieure. Ce n'est pas un processus de jugement, mais un processus de clarification. Il devient plus difficile de se cacher derrière les obligations ou l'agitation quotidienne. La solitude retire ses échappatoires, non pour punir, mais pour offrir une compréhension plus fine de ce que l'on ressent réellement. Ce qui surprend le plus, c'est que cette lucidité n'apparaît pas sous forme de grandes révélations. Elle arrive en petites vagues, souvent discrètes. Elle peut se manifester dans un souffle plus profond, dans une pensée qui change légèrement d'angle, dans une émotion que l'on remarque enfin. Cette progression lente permet d'observer comment l'on s'est éloigné de soi au fil du temps, parfois par instinct de survie, parfois par loyauté envers des attentes que l'on n'a jamais remises en question. La solitude permet de reconstruire ce lien intérieur sans pression en prenant conscience de ce que l'on avait mis de côté pour fonctionner au quotidien. Et peu à peu, on découvre que rester seul n'est pas un état à craindre, mais une étape à traverser pour se redéfinir. La solitude permet d'entendre des nuances que l'agitation couvre habituellement, ce qui nous apaise, ce qui nous fatigue, ce qui nous fait du bien sans que l'on comprenne pourquoi. C'est dans cette écoute que l'on commence à distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est plus. La vie moderne pousse souvent à courir derrière des objectifs qui ne nous appartiennent pas vraiment, mais que l'on poursuit parce qu'ils donnent l'impression d'avancer. La solitude casse cette illusion et ramène l'attention vers l'intérieur, là où se trouve la direction la plus fiable. Finalement, ce que l'on découvre dans la solitude n'est pas un manque, mais une possibilité, la possibilité de se poser les questions que l'on a longuement évitées, de regarder les peurs que l'on a souvent couvertes de distractions, de reconnaître les besoins que l'on minimise par habitude,
Cette introspection n'est pas un retrait du monde, c'est un réapprentissage de soi-même, de ses limites, de ses forces, de sa façon d'aimer et de se protéger. Et lorsqu'on commence à apprivoiser cette étape, une sensation nouvelle apparaît, celle de ne plus dépendre du bruit extérieur pour sentir que l'on existe. Une autre vérité rarement exprimée sur la solitude, c'est qu'elle nous oblige à réexaminer la manière dont nous avons appris à gérer nos émotions. Lorsqu'on ne peut plus se perdre dans le mouvement des autres ni dans l'agitation de la vie quotidienne, on se retrouve face à ce que l'on ressent réellement. Certaines émotions que l'on croyait avoir dépassées reviennent avec une intensité inattendue. Parfois ce sont des peurs anciennes, parfois des regrets encore vivants, parfois des colères silencieuses. La solitude n'invente rien. Elle révèle ce qui restait en nous depuis longtemps, faute d'espace pour être entendu. Et cette confrontation demande du courage, non pas parce qu'elle est violente, mais parce qu'elle est honnête. Beaucoup découvrent dans ces moments que leur relation aux émotions est encore fragile. On ne nous a pas appris à les accueillir, mais à les contrôler, à les justifier, à les cacher derrière la productivité ou l'humour. Alors, lorsque les mots des autres ne couvrent plus ce que l'on ressent, un apprentissage s'ouvre, celui d'accepter ce qui se présente sans vouloir immédiatement le transformer. La solitude devient alors un terrain où l'on réapprend à respirer à l'intérieur de soi, même lorsque ce que l'on ressent n'est pas agréable. C'est une forme de réconciliation lente et profonde qui demande patience et ouverture. C'est aussi dans cette étape que l'on prend conscience de la manière dont nos pensées fonctionnent réellement. Certaines personnes découvrent qu'elles vivent dans une vigilance constante, d'autres remarquent qu'elles s'autocritiquent sans relâche, d'autres encore réalisent qu'elles s'agitent mentalement pour éviter de ressentir ce que la solitude dévoile, c'est la structure de notre monde intérieur, sans décor et sans distraction. Cela peut être surprenant, parfois déstabilisant, mais c'est aussi une chance unique de comprendre comment l'on se parle, comment l'on s'écoute, comment l'on se juge. Cette prise de conscience est essentielle pour construire une forme de paix durable, car elle permet de défaire les mécanismes automatiques qui nous fatiguent. Et puis, au-delà de l'émotion et de la pensée, la solitude met en évidence notre rapport au temps. Sans le rythme imposé par les autres, on réalise que beaucoup de nos journées étaient dictées par l'urgence et non par la nécessité. Lorsque le silence s'installe, le temps semble changer de texture, il s'étire, il respire, il ne presse plus. Ce ralentissement révèle ce que l'on repoussait constamment, ces projets que l'on souhaitait entamer, ces décisions que l'on reculait, ces gestes que l'on savait essentiels mais que l'on remettait toujours à plus tard. La solitude rend visible ces décalages, non pour créer de la culpabilité, mais pour inviter à une réflexion plus authentique sur la manière dont on habite réellement sa vie. Peu à peu, on découvre que la solitude n'est pas une rupture avec le monde, mais une invitation à se retrouver avec une clarté nouvelle. Elle offre l'occasion d'observer ce qui, dans notre vie, repose sur le désir sincère et ce qui repose sur l'automatisme, la peur ou la conformité. Cette transparence intérieure, parfois dérangeante, est pourtant ce qui permet de réorienter sa trajectoire avec plus de justesse. Loin d'être un isolement, la solitude devient un passage vers une présence plus pleine, une manière d'habiter son existence avec davantage de profondeur et de cohérence. La solitude met également en évidence une réalité subtile dont on ne parle presque jamais, elle révèle nos contradictions les plus profondes. On dit souvent vouloir du calme, de la clarté et de la stabilité intérieure, mais lorsqu'elle arrive réellement, ce silence dérange. Il dérange parce qu'il retire les repères habituels, ces repères pourtant parfois toxiques, mais rassurants par leur familiarité. On se retrouve alors face à une tension intérieure, le désir de paix contre l'habitude de l'agitation. Et cette tension n'est pas un signe de faiblesse, mais une étape naturelle. Elle montre que l'on doit réapprendre à vivre autrement sans le bruit qui servait de refuge. Dans ces moments,
on constate que la solitude n'est pas seulement une expérience émotionnelle, mais aussi corporelle. Le corps réagit au silence, parfois en se crispant, parfois en se relâchant, parfois en envoyant des signaux que l'on ne remarquait jamais auparavant. La fatigue inexpliquée, la respiration courte, la tension dans les épaules, les pensées qui tournent en boucle, tout cela apparaît lorsque l'on cesse de se disperser. Ce ne sont pas des symptômes à craindre, mais des messages. Ils indiquent que le corps reprend la place qu'il n'a pas eue depuis longtemps, qu'il réclame une écoute qui a été négligée au profit du rythme imposé par l'extérieur. Ce qui surprend le plus, c'est que la solitude permet de distinguer ce qui nous nourrit réellement de ce qui nous vide. Certaines activités que l'on croyait indispensables cessent soudain d'avoir du sens. Certains objectifs qui paraissaient essentiels deviennent secondaires. Et à l'inverse, des besoins simples, une marche lente, un repas préparé sans précipitation, une pause sans culpabilité, retrouvent une importance insoupçonnée. La solitude change la hiérarchie interne de nos priorités. Elle montre que l'on tenait debout parfois grâce à des automatismes et non grâce à un véritable alignement entre ce que l'on fait et ce que l'on ressent. Cette redéfinition touche également la manière dont on construit ses limites. Lorsque l'on vit constamment entouré, on a tendance à dire oui pour éviter les conflits, à faire preuve d'une disponibilité qui dépasse nos capacités réelles, à se convaincre que se préserver est un acte égoïste. Mais dans la solitude, on perçoit avec plus de netteté les conséquences de ces concessions répétées. On remarque la fatigue accumulée, la frustration latente, les signaux intérieurs qui s'étaient tus depuis trop longtemps. Cette prise de conscience n'est pas destinée à couper les liens, mais à les rééquilibrer. Elle aide à comprendre que protéger son espace émotionnel n'est pas un refus des autres, mais une manière d'être présent avec plus de justesse. Au cœur de tout cela, la solitude offre une opportunité rare, celle de se repositionner intérieurement. Non pas en réaction à ce que les autres attendent, mais en accord avec ce qui fait sens. Elle permet de ressentir ce qui est juste sans devoir le justifier, de reconnaître ce qui fait du bien sans en avoir honte, de s'autoriser à s'écouter sans crainte de paraître distant. Ce repositionnement n'est pas spectaculaire, il se fait en silence, souvent sans que personne ne s'en aperçoive. Mais il change tout, parce qu'il rétablit un lien essentiel, celui qui existe entre la vie que l'on vit et la vie que l'on ressent comme vraie. Une chose que l'on sous-estime souvent, c'est la manière dont la solitude transforme notre perception du passé. Lorsque le rythme ralentit et que les stimulations diminuent, des souvenirs reviennent avec une précision inattendue, non pas pour nous hanter, mais pour nous rappeler ce qui n'a jamais été vraiment traité. La solitude ouvre un espace où les émotions anciennes, longtemps repoussées, trouvent enfin un chemin pour s'exprimer. Cela peut être déconcertant, car on croyait ces chapitres clos. Pourtant, ce retour n'a rien d'un signe de régression. Il marque plutôt le moment où l'esprit se sent suffisamment en sécurité pour revisiter ce qu'il n'a jamais pu regarder en pleine lumière. Dans ce processus, on réalise que certaines blessures ne demandent pas des explications, mais une écoute. Elles ne disparaissent pas parce qu'on les analyse, mais parce qu'on accepte de les reconnaître sans précipitation. La solitude offre cette disponibilité émotionnelle impossible dans le tumulte du quotidien. Elle permet d'observer ce qui faisait encore mal, non pour s'y accrocher, mais pour comprendre ce qui a laissé une trace. Peu à peu, on apprend à faire la différence entre revivre le passé et lui laisser de la place pour s'apaiser. Cette nuance est essentielle car elle transforme la solitude en un espace où l'on peut enfin se libérer de certains poids silencieux. La solitude met en lumière un autre aspect rarement évoqué, notre tendance à nous juger plus sévèrement quand personne n'est là pour nous distraire. Dans le silence, les pensées critiques prennent parfois plus de place, comme si elles profitaient du calme pour se faire entendre. C'est pas une preuve de faiblesse, mais le signe que l'on vit depuis longtemps sous l'emprise d'exigences trop strictes, souvent héritées d'anciens schémas. Lorsqu'on prend conscience de cette dureté envers soi-même, un travail important peut commencer.